Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, comme promis, je vous fais une vidéo sur le STAR Test. C'est une méthode pour voir la qualité d'un télescope. Ce qui est important, en fait, c'est que dans la précédente vidéo que j'ai fait sur la mesure de la qualité d'un télescope à partir du Strel ratio, donc en observant une étoile à très fort grossissement, enfin en prenant une photo d'une étoile à très fort grossissement, cette méthode permet de faire une mesure. Elle donne une qualité minimale. Elle va pas forcément donner la valeur exacte du télescope. On sait qu'on aura au moins cette valeur qui sera atteinte et puis on peut faire la mesure plein de fois pour voir si on arrive à améliorer le résultat par hasard et peut-être s'approcher de la réalité. Et dans tous les cas, quand on fait une mesure optique, il est toujours conseillé de recouper par une autre méthode pour être sûr qu'on n'a pas fait une erreur quelque part. Et donc l'autre méthode que je vous propose, c'est une méthode qui est à la portée de tous, qu'on appelle le STAR Test, qui a été popularisé par Suiter, qui a fait un livre en anglais très connu là-dessus. C'est un livre de référence et c'est une méthode très simple. Alors, elle ne va pas être quantitative, elle va être qualitative. Enfin, on va pouvoir quantifier, mais on va pouvoir quantifier un peu à peu près, on va dire. On n'aura pas la finesse de mesure que l'on a avec un Zigo, ou avec un chat Cartman, par exemple. Donc l'idée, c'est simple en fait, c'est de prendre la photo d'une étoile en défocalisant le télescope en avant de la mise au point et en arrière de la mise au point, tout simplement, et on va obtenir ce genre de figure. Donc là, c'est sur une lunette, et là en bas, c'est sur un télescope avec le miroir secondaire. On commence à avoir, alors normalement sur une optique parfaite, les images qu'on obtient d'un côté et de l'autre du foyer seront identiques. Là, sur la lunette, on voit qu'on a un côté qui est un peu rose, l'autre qui est un peu vert. Là, c'est dû au chromatisme. Sur un télescope, on voit d'autres défauts et on va voir comment les comprendre. Alors là, on voit des exemples. En fait, le premier, là, c'est l'aberration de sphéricité. Donc là, c'est une vraie mesure hein, réalisée sur une lunette. On voit une très belle surface optique. C'est très doux. Hein, la rugosité qu'on voit là, c'est certainement du bruit de mesure plus qu'autre chose. C'est fait avec un interféromètre. Et là, on voit l'impact de cette aberration de sphérisité simulée sur une étoile à différents niveaux. Bon, il y a peut-être il y a d'autres petits défauts hein, qui se superposent. Mais en fait, et puis si vous vous souvenez, alors je fais une vidéo précédente là pour dire qu'est-ce que c'est une bonne optique. En fait, sur l'aberration de sphéricité, il faut vraiment rester à mieux que lambda sur 4. Et donc sur le STAR test, l'aberration de sphérisité, elle va se traduire, on peut prendre le cas le plus pourri là, lambda sur 2. On voit que l'ombre du miroir secondaire est plus grande d'un côté que de l'autre. Et on va avoir un renforcement du bord extérieur par rapport à la plage, si on dit que ça, c'est la plage intrafocale. On va avoir un renforcement là du bord extérieur entre la plage intrafocale et la plage extrafocale. Donc au STAR test, ça c'est une aberration vraiment facile à voir. Elle se caractérise très bien, enfin elle se montre très bien. Alors que sur le test précédent dont je vous ai parlé, où on regarde une image d'étoile focalisée, bah, l'aberration de sphérisité, en fait, on la voit pas. Ça va renforcer l'anneau de diffraction plus ou moins, mais alors ça, pour l'apprécier à l'œil, c'est quasiment impossible. Alors qu'au STAR test, c'est assez évident. L'autre défaut typique, alors en fait, oui, une chose que j'ai pas précisé, dans le STAR test, en fait, on va surtout se préoccuper des aberrations principales, c'est-à-dire que si on fait une mesure optique avec un Zigo ou un Shaq-Hartmann, derrière la mesure, on va la décomposer en types d'aberrations bien connues qui se produisent souvent sur les télescopes. Et ces aberrations, bah, on a la première, c'est un défaut de mise au point. Donc celle-là, on s'en fiche parce que c'est simplement du réglage. Un défaut de tilt, ça c'est pareil, on s'en fiche, c'est du réglage. Un défaut de coma, bon ça on s'en fiche ou pas, si c'est sur une lunette, on pourra peut-être pas régler. Donc là, on commence à considérer ce défaut-là, la coma. Donc la coma, c'est un défaut d'alignement optique, hein, on l'a vu dans la précédente vidéo. Et puis après, on va avoir d'autres défauts qui vont se manifester souvent sur les optiques. C'est l'aberration de sphérisité, l'astigmatisme, le tréfoil. On va voir ce que c'est tout ça après. Et du coup, on décompose la mesure en ce qu'on appelle des polynômes de Zernick là, qui décrivent la présence de ces défauts, sous quel angle ils sont visibles. Et en fait, une optique se décrit assez bien simplement en prenant ces défauts qui se produisent le plus souvent. Alors, il va toujours y avoir des défauts résiduels, mais en général, si on prend l'aberration de sphéricité,
l'astigmatisme, le tréfoil et quelques autres défauts, et ben en fait, on aura décrit l'essentiel des défauts de l'optique, enfin en tout cas la partie vraiment prépondérante des défauts de l'optique. Donc en fait, on simplifie un peu le problème, pour comprendre ce qu'on voit. Et c'est vraiment important à comprendre pour le STAR test, justement. Donc voilà, donc l'aberration de spéricité, on a vu, donc la deuxième grande famille là, de défauts importants, c'est l'astigmatisme. L'astigmatisme simple, bah, là on va prendre le cas un cas un peu fort, la lambda sur 1,4. Quand on défocalise l'image, en fait, là on voit qu'on a une forme d'œuf, un peu, ça s'ovalise, et dans l'autre sens, ça s'ovalise, mais à 90 degrés. Et ça, on le voit. Alors, l'astigmatisme, là, quand on a défocalisé comme ça, c'est pas évident. C'est pas évident à voir du tout. Ça saute pas aux yeux, moi, quand je vois ça. Surtout, là, on prend un niveau, allez, lambda sur 5,6, ça joue encore. Là, ce défaut-là, moi, j'ai envie de le détecter quand je fais mon test. Ou lambda sur 2,8, j'ai envie de détecter ce défaut. Et le problème, c'est que là, si je regarde visuellement, je le vois pas, en fait. Ça me saute pas aux yeux, hein, franchement. Alors, il y a une façon de voir ça mieux. On va prendre un télescope qui a de l'astigmatisme, mais pas beaucoup. Donc, c'est le cas là, ici. On voit ces images-là, c'est pareil, là, ça saute pas aux yeux. Mais en fait, la technique, enfin l'astuce, ça va être de superposer ces deux images. Alors, on va les tourner de 180 degrés l'une par rapport à l'autre. C'est ce que j'ai fait ici. Parce qu'en fait, quand notre front d'onde, là, qui arrive sur le foyer du télescope, bah, les rayons au foyer, ils se croisent tout simplement. Donc, le front d'onde qu'on a en intrafocal et en extrafocal, il a tourné de 180 degrés d'une certaine façon. Enfin, c'est une symétrie, plus exactement, sur deux axes. Et du coup, voilà, là, j'ai superposé mes deux images. Et ça, c'est imparable. Voilà, maintenant je fais clignoter. Alors si vous utilisez Photoshop pour superposer, là vous pouvez mettre une image en mode différence. Ça permet de bien la caler. Là, si je la déplace, le calque, là, hop, j'arrive à bien centrer sur le miroir secondaire. Là, notre miroir secondaire n'est pas centré, c'est normal puisqu'on est sur un exemple de télescope Newton. Sur les télescopes Newton, pour bien intercepter le foyer, il faut décaler un peu le miroir secondaire parce qu'il est en biais dans le faisceau. Donc là, on voit ce décalage du miroir secondaire. Donc ça a l'air d'être un défaut en fait, hein. Quand on regarde l'image comme ça, le miroir secondaire décalé, ça fait carrément peur. Et justement, en fait, quand on a tourné de 180 degrés, bah, on voit que non, en fait, il n'y a pas de problème. Là, ce télescope est très bien collimaté. Le miroir secondaire, là, ça ne bouge pas. Et bah, par contre, là, on voit, quand je fais clignoter l'image rapidement, on voit, alors là, elle est vraiment légère, hein. J'ai pris un cas très gentil. On voit une légère ovalisation entre l'intra et l'extrafocal. Donc ici, par exemple, on a un tout petit peu d'astigmatisme. J'ai vraiment pris un cas subtil, hein, très subtil. Là, on doit être typiquement dans cet ordre de grandeur, d'aberration, d'astigmatisme. Donc là, c'est un télescope qui va très bien. L'autre façon de voir l'astigmatisme, c'est de regarder une étoile à très fort grossissement, ou alors avec une barre très forte si on a une caméra. Quand on défocalise très peu, là, on voit mieux l'astigmatisme. L'étoile va s'allonger, l'allongement va être mieux visible. Donc là, en fait, on voit, plus on défocalise et moins ça va se voir. L'autre façon de le voir, bah, on l'a vu j'en ai parlé quand on parlait de la mesure du Strel ratio. Si on fait l'image d'une étoile focalisée, bah, l'astigmatisme va se traduire par une forme de croix de l'anneau de diffraction. Donc voilà pour cette autre famille importante. Ensuite, on a le tréfoil. Alors juste une chose importante à dire, l'aberration de spéricité, quand on en a, si c'est sur un télescope Newton, bah, c'est comme ça. C'est que le miroir n'a pas été taillé avec la bonne courbure. Si c'est une lunette, c'est comme ça aussi, on peut rien y faire. Si on est sur un Schmidt-Cassegrain, on va pouvoir jouer sur le déplacement du miroir primaire par rapport au secondaire. La distance entre les deux va jouer sur l'aberration de spéricité, mais sur un Schmidt-Cassegrain, on en a dans tous les cas par conception, notamment dans le bleu. Il y aura de l'aberration de spéricité, elle sera assez forte. Et quand on est sur un casse-grain, là c'est plus important, sur un casse-grain, il faut un réglage précis entre les deux miroirs, entre le primaire et le secondaire, pour essayer d'annuler cette aberration de spéricité. On ne la mettra pas forcément à zéro, mais en tout cas, on va impacter cette aberration de spéricité selon la distance entre les deux miroirs. Il y a un calcul qui a été fait au départ quand l'optique a été conçue, il faut respecter cette distance. L'astigmatisme,
Bah là, c'est un peu la loterie. Des fois, c'est du réglage, enfin, c'est de l'usinage de l'optique qui a été mal fait. Si le miroir n'était pas posé à plat, par exemple, je prends un cas un peu caricatural évidemment, mais si le miroir n'a pas été posé à plat, on aura ce genre de défaut. Et aussi, on a sur les gros télescopes, on a souvent de l'astigmatisme lié soit à une optique contrainte sur un point, par exemple, soit on aura un problème de supportage du miroir par le dessous. Et sur les petites optiques, on peut aussi avoir de l'astigmatisme lié à une contrainte sur l'optique. Ça peut arriver sur les barillas de lunettes, par exemple. Et l'autre défaut qui est typiquement une contrainte, donc là encore c'est une mesure réelle là qu'on a sur un télescope, on a ce qu'on appelle du tréfoil, donc tréfoil 3, hein, il y a un défaut en 3 points. Et donc là ça va être une contrainte mécanique dans tous les cas. J'ai jamais vu un télescope qui avait du tréfoil qu'on ne puisse pas enlever. Alors si des fois on ne peut pas l'enlever si par exemple c'est un télescope où le miroir secondaire est collé. Si la colle est faite en 3 points et qu'il y a une contrainte sur la colle, là, ça va être compliqué de résoudre le problème. Mais généralement, c'est une contrainte vraiment mécanique par des pièces mécaniques qu'on va pouvoir soulager. Donc, si on regarde l'image focalisée de l'étoile, donc l'anneau se sépare en 3 points, ou en tout cas, il se renforce en 3 points. Et puis, en intra-extrafocal, là, c'est assez typique, hein, on a vraiment une forme de médiator de guitare, plus ou moins marqué. Des fois, ça prend même une forme franchement de triangle. Mais c'est un peu comme l'astigmatisme, en fait, le défaut, on va le voir quand même plus facilement au foyer. Et vous le verrez mieux si vous superposez deux images dans Photoshop, comme j'ai fait, là, comme ça. Moi, souvent, je fais des gifs animés hein, pour bien voir le défaut, ça, c'est imparable. On tourne une image par rapport à l'autre de 180 degrés, là, on voit bien, bien, bien le problème. Alors après, il y a des défauts plus localisés. Typiquement, le zonage, typiquement, il y a une courbure du miroir qui est pas la même sur un rayon. Alors ça arrive vraiment souvent hein, sur les télescopes industriels. Donc là, on voit le défaut assez faible. Là, on a peu de zonage ici. Ici, on a beaucoup de zonage. Et donc, ça va se traduire un peu comme l'aberration de sphérécité, en fait, d'une certaine façon. Ça va être une variante de l'aberration de sphérécité. Là, on voit, c'est assez typique. Là, on a même un bord rabattu. Ça arrive souvent. C'est un zonage vraiment sur le bord externe. Donc, ça veut dire typiquement que la personne qui va avoir fabriqué le miroir aura plus appuyé avec l'outil sur le bord. Ça va avoir écrasé le bord et donc on a une courbure différente sur le bord du miroir. Ça arrive souvent, ça, sur les optiques faites par des amateurs, faites maison. La solution, ça peut être de diaphragmer tout simplement, mais on le voit aussi quand même sur des optiques industrielles de temps en temps. Là, l'image que je montre, c'est vraiment sur une optique, du commerce. Je peux montrer un autre exemple qui traîne ici. Hop, ici. Voilà. Là, on voit sur un Schmidt Cassegrain. On voit clairement ici le bord de la zone là, qui est très lumineux. Et là, il n'y a rien du tout de l'autre côté. Donc là, il y a un défaut de bord très très fort. Ça, c'est intéressant en fait en fait, ouais, typiquement, ouais, je montre ce cas-là. Ce télescope là, il avait été mesuré avec un Shaka Hartmann. Donc un Shaka Hartmann, en fait, je rentre pas dans le détail, mais en gros, il prend plein de points sur la surface du front d'onde. C'est vraiment des échantillons ponctuels. Ça fait pas des mesures comme un Zigo sur des dizaines ou des centaines de milliers de points. On va typiquement avoir, allez, par exemple, 1000 points, quoi. En gros, 30 par 30 points. Des fois, c'est un peu moins, des fois, c'est plus, mais c'est l'ordre de grandeur. Et en fait, en faisant ça, en échantillonnant sur 1000 points, ben, on va pas forcément bien échantillonner cette zone qui est tout au bord. Et puis le Shack-Hartmann en plus peut avoir des effets de bord, donc des fois en plus la mesure qu'on a au bord, on peut être on peut être tenté quand on dépouille de la mesure d'enlever cette zone qui est au bord, de se dire en fait non mais là le point de mesure était pas totalement éclairé, c'est des micro-lentilles devant un capteur, en fait la micro-lentille était pas bien éclairée, donc c'est peut-être ça qui se passe, donc on peut être tenté de les enlever. Mais justement sur cette mesure, bah, en fait, qui était assez flatteuse en elle-même, la mesure était pas trop mal, et ben en fait la mesure passait vraiment à côté de ce défaut-là. Donc là, c'est un cas un peu extrême, un peu limite, mais c'est pour ça que je dis qu'il est vraiment important de recouper les moyens de mesure. On peut avoir un autre défaut là au star test typique, là, c'est ça on l'aura souvent dans les Schmidt Cassegrain, c'est ce qu'on appelle du rayonnement de baffle.
Sur les Schmidt Cassegrain, en fait, on a la tôle qui se refroidit fortement en regardant vers le ciel et on a le baffle à l'intérieur là qui reste plus chaud. Et en fait, il va rayonner de la chaleur vers la tôle, donc vers le haut. Et donc en intra-extrafocal, on va observer ce genre de choses. Donc ça, si on voit ça, ça fait peur. Ça fait très peur, c'est très marqué au star test, mais en fait, c'est pas grave. Il suffira de mettre une couverture de survie sur le télescope pour que la tôle arrête de refroidir, par exemple, ou il y a des solutions comme ça assez simples. Alors, autre défaut là, un peu plus subtil, c'est le mamelonnage. Là, on a deux images. Là, c'est des documents faits par Jean-Marc Leclerc à l'époque où il fabriquait des optiques. Ce qu'on appelle le mamelonnage. Là, on voit deux optiques qui ont l'air plutôt bonnes, hein. Mais l'une, en fait, a une finition très douce. On a enlevé vraiment toute la rugosité qu'il y avait à la surface de l'optique, et l'optique à gauche est encore assez rugueuse. Et là, c'est typiquement la différence entre une optique industrielle et une optique de marque, de grande marque, enfin une optique haut de gamme. On pense à des optiques Zeiss, Takahashi, Astrophysique. Enfin, il y a quelques fabricants, on sait, qui atteignent ces niveaux de qualité sur les surfaces. Et évidemment, il y a quelques artisans doués, talentueux, qui atteignent aussi ce niveau de qualité sur les surfaces. Et ça, c'est important en fait. Il faut se rappeler en fait le cas que j'avais montré dans la précédente vidéo. Si on a une surface comme ça ou une surface comme ça, ici on a des pentes très fortes et ces deux surfaces vont avoir la même qualité en peak to valley, en valeur PTV. Donc si on fait une mesure, on va trouver la même valeur de PTV alors que en fait l'impact sur les images aura rien à voir. Là on a des pentes très fortes, la lumière va être fortement déviée. Ici on a des pentes douces, la lumière va mieux se rendre vers le foyer. Et donc là on voit l'exemple fait sur Mars pour essayer de voir Phobos et Deimos. Avec l'optique qui est à gauche on n'y arrivera pas, ce sera noyé dans le halo. Avec l'optique à droite on y arrivera. Donc ça, important, hein, le mamelonnage, c'est quand même un défaut qui reste marqué quand même sur les optiques industrielles. Et c'est pour ça en fait qu'il y a des astronomes amateurs qui achètent des Dobson industriels par exemple et qui font doucir la surface par un artisan. On a de la chance en France, là, il y en a à une époque, Jean-Marc Leclerc était un peu tout seul. Là aujourd'hui, on a au moins Bonin qui travaille chez Skyvision, Gruyère pour Mirosphère, Terence Pellier, je me souviens plus de son entreprise, et Sébastien Moindreau à Puy-Michel. Et puis on en a d'autres à l'étranger, Romano Zen en Italie. Enfin bref, il y a quelques artisans capables de faire des belles choses. Et donc ça vaut le coup de se diriger vers eux et de leur demander de doucir une optique industrielle si on voit qu'on a ce genre de problème. Alors ce problème-là de mamelonnage au start test, là si on prend le cas qui est ici, je pense qu'au start test c'est difficile à caractériser, mais on a souvent en fait des creux et des bosses de plus forte amplitude. Et c'est le cas en fait de l'optique là que je montrais ici là. Donc cette optique de Schmidt-Cassegrain, en fait quand on fait de nouveau cet exercice là, de superposer les images, en fait, on voit clairement qu'on a une surface, mais complètement accidentée là. Là, j'ai ici une optique de bonne qualité. On l'a vu, hein, il y a un petit peu d'astigmatisme, mais il est à peine détectable. Et puis, c'est régulier, quoi, c'est doux. Et là, on voit que ça n'a rien à voir. Et en fait, si on compare intra-extrafocal, on va voir qu'il y a une corrélation. Ici, par exemple, si on se concentre sur cette zone, ici, c'est sombre. Si je regarde de l'autre côté, c'est clair. Donc ça veut dire que ce que je vois là, c'est vraiment l'optique qui est comme ça, c'est pas de la turbulence. Donc ça, c'est des images faites avec une caméra. Alors j'ai parlé de star test, on peut parler de la façon de le faire, hein. Le star test, on peut le faire à l'œil, si le ciel est stable, on verra ces choses-là. Mais la meilleure façon de le faire, évidemment, c'est de prendre une caméra. Et pour obtenir les images qu'on a ici, en fait, on va défocaliser d'une certaine quantité, typiquement 5 mm, mais bon, ça va dépendre de l'ouverture du télescope. Donc on va défocaliser un peu en intra, en extrafocal. On va faire une vidéo de chaque côté de 30 secondes par exemple et on va empiler toutes les images parce qu'en fait on veut gommer justement les effets de la turbulence. Et on voit que sur l'image que j'ai fait là, les effets de la turbulence sont bien gommés en fait. Quand on a un défaut, il est corrélé
de l'autre côté. Alors comment savoir, moi ce que je vous conseille en fait, pour savoir de combien il faut défocaliser, c'est d'utiliser le logiciel Aberrator. Dans Aberrator, vous pouvez simuler une optique et justement simuler ces plages intra-extrafocales. Et ce qui va être intéressant, en fait, si vous voulez essayer de quantifier un peu, c'est justement d'essayer de reproduire dans Aberrator ce que vous avez vu sur votre télescope. Donc vous pouvez vous dire, bah voilà, par exemple, moi j'ai un télescope de 200 mm. Ok, donc là je rentre 200 mm. Allez, on va être généreux, on va prendre un plus grand, 250 mm. En général, allez, si c'est un Newton, je vais avoir 25% d'obstruction. Là, je peux demander à, je vais revenir au départ ici, je peux demander à Aberrator de me calculer les plages intra-extrafocales. Là, on voit, il n'a pas beaucoup défocalisé, donc on va pas forcément bien voir les choses, donc on peut défocaliser plus. Donc là, c'est l'équivalent de 10 lambda en défocalisation, donc on met un défaut de défocalisation très fort. Alors moi, je sais pas combien ça fait ça en millimètres en fait, ce niveau de défocalisation. En fait, une petite astuce. Alors ici, on pense bien à rentrer son rapport FD, hein. Donc là, je prie, allez, on va, si c'est un Newton, il va être ouvert à 5 peut-être. Allez, ou 6, hop. Voilà, par exemple, là je resimule, là je clique ici. Ouais, non, là ça n'a rien changé. Ah bah oui, ça change rien. Donc là, j'ai un rapport FD de 6. Je veux savoir combien ça défocalise en millimètres. Bah là, on peut mettre le défaut. On peut mettre le défaut à 10 lambda ici. 10 lambda de mise au point. Ouais, bah ça va être embuté au bout. Voilà, 10 lambda. Et en fait, il me calcule tout seul le logiciel. Ça me correspond à une défocalisation de 1,5 mm. Donc c'est petit, hein, mais après, si on est sur un télescope qui a une ouverture de 10, donc un télescope un peu plus taillé pour les planètes, et ben en fait, on voit que là, c'est un défaut de mise au point, donc une défocalisation là pour notre test qui va être plus forte, de quasiment 5 mm. Et donc, une fois que j'ai ça, en fait, je vais essayer de reproduire les défauts que je vois. Donc, si j'ai de l'astigmatisme là, je peux le générer et je peux essayer de mettre différentes quantités d'astigmatisme. Donc là, on a un paramètre sur l'astigmatisme, ok. Là, on a sur l'aberration de sphéricité. Donc on regarde l'impact de l'aberration de sphéricité. On essaye de reproduire ce qu'on a vu dans notre télescope. Ensuite, ici, on a le trefoil, qu'ils n'ont pas appelé trefoil, mais c'est du trefoil. Hop, d'accord. Et là, on a une variante un peu du trefoil. Voilà. Et évidemment, sur tous ces défauts, pour ceux qui sont de ce qu'on dit de ce qu'on appelle de non-révolution, comme l'astigmatisme et le trefoil, on peut changer l'angle. Et donc là, en bitouillant là-dedans, on va réussir à reproduire l'essentiel des défauts qu'on a sur notre télescope. Pas tout, évidemment, mais en tout cas, on va pouvoir approcher un peu les ordres de grandeur de la qualité du télescope. Et là, on peut après traduire ça aussi en front d'onde, une fois qu'on a trouvé nos paramètres. Et donc là, le logiciel, pardon, nous donne les défauts en PTV et en RMS. Donc ça, c'est des nanomètres, hein. 9 nanomètres PTV et 2,6 nanomètres RMS. Et donc si on veut traduire ça en lambda d'Assur, on prend une longueur d'onde au milieu du spectre, là par exemple 550 nanomètres, et on divise par ces valeurs-là. Donc là on aurait un très bon télescope, hein. Typiquement là on est sur un très bon cas de figure. Voilà, donc ça c'est vu. Alors j'ai pas tout à fait fini. Tac, on va revenir là-dedans. Alors, ce qui est utile de noter aussi, c'est qu'il peut arriver qu'on ait des défauts très localisés. Alors ça, c'est des cas un peu rares. Ça va être difficile à simuler. Ça, c'est un cas que j'ai vraiment eu dans la réalité. En fait, on voit qu'il y a un défaut prononcé au bord. Là, on dirait du rayonnement de baffle. Et ça n'en est pas. Et sur les plages intra-extrafocales, ça se voit bien. En fait, là, on a la lumière qui part d'un côté. Et ça, en fait, il s'avère que c'était un télescope fabriqué avec du polissage ionique, c'est-à-dire un canon à ions qui envoie, des atomes sur la surface pour le polir comme ça. Et certainement que mécaniquement, à un moment, le canon à ion est resté bloqué sur une zone et il a creusé beaucoup trop à un endroit. Bon, c'est un cas hyper atypique. Là, j'en ai un autre qui est hyper atypique, là où on a un défaut très localisé. Voilà, celui-ci est très petit, il aura peu d'incidence sur l'image. Par contre, dans le cas qu'on a ici, si on voit ça sur un télescope,
On a intérêt à essayer de cacher cette zone, hein, en fait. Là, on voit par exemple notre RMS, en cachant cette zone, il passe de 37 à 28 nanomètres. Donc on passe d'une optique là, à 37 nanomètres, quasiment 38, c'est une optique, c'est correct, hein, mais c'est une optique, on va dire, plutôt moyenne. 28 nanomètres, c'est une très bonne optique. Alors dernière chose très 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 importante, on a vu différentes aberrations là, mais en fait, dans le monde des aberrations, elles sont pas toutes égales entre elles en fait. Si on prend une aberration à un défaut de 2 lambda, donc on prend une aberration caricaturale, on part d'un télescope parfait. Ici, on met un peu de coma, on voit que ça dégrade l'image d'une certaine façon. Si on met un peu d'astigmatisme, on voit que ça dégrade l'image d'une façon assez comparable. Par contre, si on met de l'aberration de sphérécité, alors là, aïe 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 aïe, l'aberration de sphérécité, on n'aime pas du tout, hein. Ça dégrade beaucoup les images. C'est pour ça que sur les Schmidt-Cassegrain, avec un petit peu d'aberration de sphérécité qu'il y a par nature dans le bleu, l'image va vite souffrir. Si on a du tréfoil, c'est un peu de la même famille que l'astigmatisme, donc ça dégrade assez peu, enfin ça dégrade moins l'image en tout cas que l'aberration de sphérécité. Puis là on a du zonage, donc par exemple une couronne là, qui n'a pas la même courbure, et ben là ça va avoir un niveau de défaut qui est très très fort. Donc, et puis là on voit l'impact sur des, sur des étoiles et en fait il y a quasiment un facteur 2 d'impact, hein, sur la qualité d'image entre différents types de défauts. Donc quand on fait ce star test, c'est des choses à avoir en tête si on préfère découvrir sur son optique à la limite de l'astigmatisme et du tréfoil, où là on pourra peut-être agir mécaniquement et on sait que ça a moins d'impact sur l'image que l'aberration de sphéricité sur laquelle on aura du mal à agir. En tout cas, le star test, il va vous renseigner sur cette aberration de sphérécité, car on a vu que justement, quand on mesure le Strel ratio, on va avoir du mal à la détecter. Enfin, en tout cas, si on fait une image d'étoile, de figure de diffraction, là c'est une étoile double, hein. Si on fait une image où l'anneau est bien parfait autour, mais qu'on trouve une mauvaise valeur, certainement qu'il y a de l'aberration de sphérécité en réalité. Et sur l'aberration de sphérécité, d'ailleurs, une chose très importante, si vous faites un star test sur un Schmidt-Cassegrain, sur un Maksutov ou sur un Dal-Kirkham, enfin bref, sur tout un tas de télescopes où la mise au point se fait en déplaçant le miroir primaire ou le miroir secondaire, ça arrive sur les Myolon 250 par exemple, le star test ne sera pas valable parce qu'on change la distance entre le primaire et le secondaire et du coup on change l'aberration de sphéricité. Donc sur ces télescopes, il est important de faire la mesure en déplaçant la caméra. Alors soit on a un porte-oculaire et on déplace le porte-oculaire au foyer, sinon bah tant pis, on se prend un repère avec du scotch pour que la caméra reste à peu près alignée pareil, et puis on prend un réglet, on rentre le coulant de la caméra plus ou moins. Donc on peut le mettre au milieu du coulant au départ, et puis on la rentre à un moment, on a vu typiquement quelques millimètres, 3-4 millimètres, on la sort après, et là, on aura une mesure de bonne qualité sur cette aberration-là. Voilà, donc une fois que j'ai dit tout ça, n'hésitez pas à faire ces images-là de défauts, enfin ces images en tout cas de front d'onde, d'images intrafocales, d'images extrafocales, faire ces images de tâches de diffraction pour mesurer le Strel ratio. Et en fait, je vous encourage à partager vos résultats. Je vais mettre le lien d'une page AstroSurf en description et vous pouvez publier vos résultats dessus sur cette page AstroSurf. Comme ça fera quelque chose qui reste et que les gens pourront consulter, puis discuter aussi, hein. C'est un bon moyen de discuter avec d'autres personnes si vous détectez justement en faisant ce test que vous avez du tréfoil, que vous avez de l'astigmatisme. Il y a toujours des gens ou moi-même qui pourront vous dire tu pourrais peut-être regarder si t'as pas tel vis serré trop fort ou tel truc qui va pas quoi. Une fois qu'on a détecté ces défauts-là, évidemment, on peut essayer de les diminuer et surtout, quand on a fait la mesure de Strel, si on trouve une valeur en dessous de 0,8, il faut se poser des questions. Est-ce qu'on a bien fait la mesure, évidemment? Donc, on peut déjà s'amuser à refaire la mesure pour voir si on trouve moins de 0,8 à chaque fois, par exemple 0,6 ou 0,7. Et si c'est le cas, il va falloir aller chercher d'où vient le problème. Ça peut être à la base une optique de mauvaise qualité, mais certainement qu'il y aura autre chose.
Voilà, bah, je vous remercie si vous avez suivi cette vidéo jusque-là. Laissez un pouce bleu ou pas si ça vous a plu ou pas. Vous pouvez vous abonner à la chaîne aussi si vous voulez être tenu informé des nouveautés dessus. Et sur ce, je vous dis à bientôt.